En fait, personnellement, je pense pas qu'on a besoin d'une épreuve qui est aussi dure, compliquée et difficile. Parfois, je me dis, même avec mon parcours, est-ce que j'ai vraiment mérité ça? Non, en vrai, on ne mérite pas ça. Ni toi, ni moi, ni Axel, en fait. Je dis souvent, moi, que c'est ma plus belle expérience, mais que je la souhaite à personne. Et donc, ça résonne avec ce qu'Arpita vient de dire, c'est que je souhaite à aucun enfant de vivre ce que j'ai dû vivre, à aucune famille de devoir endurer ce qu'ils ont enduré pendant que j'étais malade. Mais à la fois, si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, je suis très heureux d'être qui je suis. Tout ce que je vis et l'intensité de tout ce que je ressens aujourd'hui, c'est parce que je suis passé par là. Et à la fois, je suis persuadé, on n'est pas obligé de passer par l'horreur et par une mort imminente pour se ressentir vivre à 150%. Hello à tous, je viens de finir d'enregistrer un épisode exceptionnel avec Axel et Arpita, un couple extrêmement inspirant. Je dois vous avouer que je suis encore tout ému de cette heure, presque heure et demie passée avec eux deux. J'ai eu la chance de dîner avec eux il y a quelques semaines et l'évidence était là, on devait s'enregistrer un podcast. Arpita, qui est née et a grandi dans le sud de l'Inde avec une formation d'ingénieur à la base, elle travaillait dans la tech et puis complètement désalignée avec sa situation qui était très compliquée. Elle est partie en France, devenue chef en parlant à travers la cuisine de sa culture qui est sa cuisine qui est basée sur les plantes. Et puis aujourd'hui, elle est chef et consultante. Elle crée des expériences immersives avec la cuisine, mais c'est une cuisine qui vient de l'âme, qui vient aussi de sa spiritualité et de sa vie, du chemin semé d'embûches qu'elle a parcouru. Et puis Axel qui est extrêmement inspirant. Axel, c'est un gars qui a eu à combattre une tumeur au cerveau à l'âge de 16 ans et qui a réussi à survivre tout bonnement, à survivre. Et puis aujourd'hui, son chemin de vie, c'est d'accompagner les gens à vivre leur plus belle vie. Il fait ça à la fois dans le milieu socio-culturel, mais il fait ça aussi avec des associations, Drive and Smile. Il amène des patients faire des tours de voitures anciennes, de Ferrari, parce que c'est sa passion. Et il combine en fait son parcours, sa passion, son histoire dans différents projets. Il est aussi auteur d'histoire d'une vie aussi. Il a une conférence, faire de sa vie la plus belle de ses histoires. Vous pouvez le retrouver sur des podcasts et sur le TEDx. Et ce couple-là, il est extrêmement inspirant pour moi. On a parlé de mes sujets favoris, d'entrepreneuriat. On a parlé du corps, du passage au corps qui est si présent pour tous les deux. Voilà, j'en dis pas plus. Allez-y, regardez cet épisode. Vous l'avez en vidéo, en audio. C'est un bon moment, c'est un moment inspirant, c'est un moment qui est émouvant et qui nous donne envie de croquer dans la vie encore plus, d'entreprendre encore plus, de créer, de partager, de sortir dehors et parler avec des gens. Alors, je me tais, allez-y et à la prochaine. Ciao. Hello Arpita, Axel, merci d'être là, de vous être connectés aujourd'hui. C'est la première fois que je reçois un couple, c'est génial, ça fait vraiment plaisir. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci Bonjour à à toi. toi aussi. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci d'être là. J'ai hâte de passer cette heure avec vous, d'explorer, de tirer les fils de votre parcours. D'abord, on peut commencer par une petite présentation. Honneur aux femmes. Arpita, raconte-nous, c'est quoi ton histoire? Je vais faire la version la plus courte possible parce que ce sera mieux, je pense. Ok. Donc, oui, je m'appelle Arpita, je suis indienne. Je viens du sud de l'Inde, je précise ça parce que la plupart des choses qu'on connaît sur l'Inde, c'est plutôt une petite région de l'Inde ou au nord. Donc, je viens du sud de l'Inde, de Bangalore. Je viens d'une famille en Inde qui est entre guillemets traditionnelle, pas conservative, mais traditionnelle. Une famille végétarienne, donc personne dans ma famille a goûté ni la vie. Ah, on a un quatrième invité. Oui. Elle se présentera aussi juste après. Ok, bah oui. Je veux son histoire aussi. Elle voulait être aussi sur le podcast, c'est tout. Moi, je pense, moi, je me présente quand? Ouais, je suis pas invité. On n'avait pas parlé, c'est scandaleux, il a l'air sympa le mec pourtant. C'est bon. Aboyer, moi, si vous voulez. Je me charge Parfait, ça d'appuyer t'a maintenant. fait l'échauffement. Il y a 7 ans, j'ai déménagé en France pour te raconter pourquoi je suis venue en France, parce que j'ai voulu un changement de vie et
être une femme en Inde, c'est déjà compliqué et difficile. Et c'est vraiment, comment on dit, c'est un challenge, entre guillemets. Et être une femme divorcée en Inde, on n'a presque pas la place. Et moi, je me suis mariée jeune et j'ai eu un mariage très, très difficile, compliqué. J'ai tellement souffert. J'avais plus d'espoir, mais grâce à le soutien de mes parents, je pouvais sortir de cette situation. Et quand je savais que je peux pas être là, je peux pas survivre et vraiment vivre dans ce pays, je me dis, OK, il faut que je change ma vie. Donc, j'ai déménagé en France il y a 7 ans. Et en même temps, j'ai décidé de changer mon métier parce que je suis très passionnée par la cuisine. Donc, quand j'ai déménagé en France, j'ai commencé à apprendre la langue et la cuisine en même temps. Je conseille ça à personne parce que c'était très, très, très difficile. Maintenant, aujourd'hui, oui, je suis très reconnaissante, mais si je dois refaire, je pense pas que j'aurais refaire la même façon parce que changer le métier et apprendre une nouvelle langue et changer la culture complètement et la vie comme j'ai changé, c'était un challenge. Du coup, les premiers mots que tu as appris, c'était ratatouille, bœuf bourguignon. Même pas, parce que, en fait, je suis végane depuis 10 ans et je viens d'une famille végétarienne en Inde. On a des familles en Inde qui sont traditionnellement végétariennes. Donc, j'ai jamais goûté ni la viande ni le poisson. Donc, les gens, ils m'ont pas parlé du tout de bourguignon ou ratatouille, mais plutôt, j'étais un peu une extraterrestre quand je suis venue en France. Comment tu as un parcours comme ça, tu as jamais goûté ni la viande ni le poisson, ça existe pas un peu peut-être ici, pas trop. Donc oui, c'est mon petit parcours. Ouais, génial. Merci beaucoup. On va y revenir, évidemment. Axel, tu veux nous dire aussi un mot sur ton parcours? On a eu déjà la chance de passer un peu de temps tous les trois et d'échanger. On va revenir plus longuement, mais tu as vécu des moments aussi très forts, très intenses. Tu veux nous dire un peu plus, nous présenter ce parcours et où ça t'a amené aujourd'hui? Yes, avec plaisir. Et merci à toi pour ce moment aussi. C'est un grand plaisir de partager ce moment tous les trois. Moi, c'est Axel Beckerlé, du coup, et j'ai 33 ans aujourd'hui. Et c'est assez génial d'être en pleine forme et en vie sur cette terre pleine de magie. J'ai grandi dans la région lyonnaise. Je suis né à Lyon et jusqu'à l'âge de 16 ans, j'avais une vie inconsciente. J'étais un garçon très rêveur, qui avait pas vraiment beaucoup de détermination, de confiance en soi. Il y avait pas mal de mal-être en moi. Mais j'avais une vie de rêve. J'ai eu une enfance magique avec une famille extraordinaire, beaucoup de voyages, d'expériences, d'activités, de découvertes, très entouré. Mais à l'âge de 16 ans, on était en voyage entre les États-Unis et le Canada jusqu'à la frontière avec l'Alaska. Et je suis tombé gravement malade pendant ce voyage. Il s'est avéré que 2 mois plus tard, on m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau à l'âge de 16 ans. Et ce jour-là, la vie s'est arrêtée. Et pendant près de 3 ans, j'ai été hospitalisé pendant 1 an et demi. Et pendant à peu près 3 ans, voilà, j'ai dû me battre pour rester en vie et être opéré 2 fois du cerveau, du cœur, des poumons, faire une méningite, etc., etc. Apprendre à marcher, à mémoriser, voir la vie en double et reprendre confiance en soi aussi. Je suis persuadé aujourd'hui que le plus dur, ça a été de se reconstruire une fois que j'étais sorti d'affaires, reprendre confiance en la vie et à la fois revenir sur cette planète avec une rage de vivre et une sensibilité toute particulière qui fait de moi aujourd'hui quelqu'un qui vit pour l'être humain et pour les émotions et qui a comme mission, et c'est gravé derrière ma montre, faire de sa vie la plus belle de ses histoires. Et je pense que chaque jour, c'est important d'écrire de jolies histoires et de partager du positif autour de nous. Et ça a déterminé le métier que je fais aujourd'hui. Je suis assistant socio-éducatif avec les personnes âgées à Genève. J'ai créé une association il y a 1 an, un peu plus d'1 an, qui emmène des enfants atteints de la maladie et leurs parents en week-end en voiture de prestige, parce que c'est ma plus grande passion depuis toujours et qui m'a beaucoup aidé à m'en sortir aussi. J'ai un autre projet, Smiley Days aussi, qui vise à permettre à chacun de raconter avec ses propres mots ce qui lui a fait du bien aujourd'hui. Plein de choses qui résonnent aujourd'hui avec ce parcours que j'ai eu là.
Et puis je suis aujourd'hui en couple avec Arpita et c'est un immense bonheur. Et c'est assez irréel puisque vous avez parlé de son parcours, mais moi dans ma vie j'ai eu deux très belles expériences de voyage en Inde, dont une il y a 8 ans. Je suis parti pendant 4 mois et demi dans un petit village au bord de la route en Inde et une de mes plus belles expériences humaines de ma vie. Et j'ai vraiment une attache forte avec ce pays qui est merveilleux et ces expériences que j'ai eues là-bas. Et de rencontrer Arpita il y a 1 an et demi, alors qu'ils sont 1,5 milliard d'Indiens, à Lyon, alors qu'elle avait fait ce changement de vie elle aussi et qu'elle rêvait de vivre tout ce qu'on vit aujourd'hui ensemble, bah, c'est juste magique. Donc on a plein de belles choses à vous raconter, plein de jolis projets. Et c'est un vrai bonheur aujourd'hui d'être en pleine forme comme ça et de partager tout ça au quotidien. Ouais. Alors, merci beaucoup pour le partage. On va tirer ces fils-là. Moi, je me pose toujours une question quand même. Vous le savez, je suis passé par une fracture d'une vertèbre, un accident de parapente qui m'a fait reconsidérer pas mal de choses. Est-ce que c'est obligatoire de passer par ces moments difficiles, douloureux, parfois proches, voire très proches de la mort, comme vous avez vécu tous les deux de manière différente, pour derrière se reconnecter à soi, découvrir ce courage, cette audace et finalement devenir intraitable sur faire ce qui nous fait vibrer, nous fait sentir en vie ou pas. Est-ce que on a besoin de ça selon vous ou est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi se développer avec des parcours plus traditionnels? Personnellement, je pense qu'on n'a pas tous besoin de ça. En vrai de vrai, non. Parfois, je me dis, même avec mon parcours, est-ce que j'ai vraiment mérité ça? Non, en vrai. On ne mérite pas ça. Ni toi, ni moi, ni Axel, en fait. Mais en même temps, la plupart des gens, on n'a pas la conscience. Une seconde. Elle nous a jamais fait ça. C'est pas grave. Ça va, en fait, elle fait jamais ça, elle monte pas comme ça, elle est jamais comme ça, en fait. Aujourd'hui. Mais sinon, Garda, je pense, c'est peut-être ça. Vous êtes tous les deux et elle va être là. Hein. Ouais. En fait, personnellement, je pense pas qu'on a besoin d'une épreuve qui est aussi dure, compliquée et difficile. On ne mérite pas. La plupart des fois, quand tu regardes les parcours de gens, la plupart de gens qui ont vécu des choses difficiles, en vrai de vrai, ils ne méritent pas. Et en même temps, quand je réfléchis, j'écoute beaucoup de podcasts de Joe Dispenza. Et lui, souvent, il parle de gens qui n'ont pas vécu avec la conscience. Ça veut dire qu'on ne savait pas de déjà aller mieux et travailler sur nous-mêmes, même si on a fait assez ou pas, ou on n'a pas mis l'effort. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de ça, mais en même temps, je pense que ça va nous faire grandir et évoluer grâce à ces expériences, malgré tout ce qu'on a vécu, en fait. Et toi, pour toi, Arpita, cette partie en Inde, tu nous disais dans une famille traditionnelle, avec un mariage jeune qui s'est pas bien passé, c'était quoi tes apprentissages? Qu'est-ce que, sorti de cette expérience, tu t'es dit, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que je change dans ma manière de faire, dans ma vision de la vie pour vivre quelque chose de différent? En fait, je me suis mariée jeune, ça veut dire, oui, j'avais 22 ans, mais je n'étais pas un enfant non plus, tu vois. Mais en même temps, il y a tellement de petits éléments qui jouent. En fait, c'est déjà l'histoire de l'Inde, la patriarcat, tout ce que nos familles ont vécu à cause de colonisation. Il y a tellement de choses, generational trauma, que les gens, ils ont. Déjà, eux, ils n'ont pas assez travaillé et moi, je n'avais pas cette conscience, je ne savais pas. Donc, ça, c'est une partie. La deuxième partie, ça, c'était ma famille, je parle de mon expérience. J'ai grandi dans une famille où on ne connaissait pas le bonheur. J'ai vécu une enfance très difficile avec un papa qui était alcoolique, qui était en dépression toute sa vie, donc toute ma vie. Donc, j'ai jamais vu mes parents heureux. Donc, quand tu connais pas heureux, aller mieux, tu sais pas, ça existe en fait. Je savais pas qu'on peut être bien et heureux en couple. Je savais pas. J'ai cru que la plupart des gens, ils font semblant en fait. Donc, ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, pour répondre à ta question, en fait, il y avait de la pression. J'étais la première petite enfant, les deux côtés de grands-parents. Donc, il y avait la pression d'étudier, bien étudier,
trouver un homme ou une famille de même communauté, même caste. Donc, il y avait tellement de pression de faire des choses bien comme une fille, comme une femme. Ça, c'est des choses... Il y a beaucoup de pression, en fait. Tu sais pas faire mieux. Et d'après moi, en fait, j'ai fait tout comme il faut. Tu sais, première étape, deuxième étape. Et j'ai vu que ça n'a pas marché, malgré tout ce que j'ai fait le mieux que je peux. Donc, parfois, en fait, tu peux tout faire. Et si ça va pas, tu recommences, tu reprends et en même temps, you unlearn also. You learn and unlearn tout ce que toutes les conditions que tu as été un peu conditionné, tu te dis ça c'est pas bien, il faut pas faire comme ça. Ouais, je pense que ça va parler donc beaucoup d'entrepreneurs et de solopreneurs qui suivent le podcast. Je pense que ça va beaucoup parler. Il y a cette notion de je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et finalement, c'est peut-être la plus difficile des prisons. C'est celle dont tu vois pas les barreaux. Et vous avez beaucoup voyagé tous les deux. Le voyage, ça a cette force-là de faire exploser notre cadre de référence, de vivre avec d'autres personnes, de voir d'autres manières de faire et se dire finalement, ah, en fait, ça aussi, c'est possible. Et ça aussi, c'est possible. Et effectivement, on peut être heureux de cette manière. On peut travailler de cette manière. On peut vivre en couple de cette manière. Et c'est le plus difficile, c'est de s'apercevoir de ce qui est invisible pour nous jusqu'à présent. Ok, très clair. Et le deuxième point que tu as mentionné aussi, ce côté, tu sais, bien faire, suivre la liste, aller à l'école, bien suivre les chapitres, écouter le professeur, être bon élève. Et malgré tout, tu as dit ça marche pas. Qu'est-ce qui marchait pas? Comment tu as su que ça marchait pas? Comment tu as senti que ça marchait pas? En fait, par exemple, en fait, déjà, en Inde, si t'es pas un ingénieur ou médecin ou avocat, t'es nul. Un peu comme ici aussi, un peu, entre guillemets. Donc, j'ai fait mes études d'ingénieur. Et j'ai eu des bons scores toute l'école. J'étais la première dans l'école. Quand j'étais à l'école, quand j'étais jeune, j'ai appris la musique traditionnelle. J'étais vraiment une fille que, tu sais, je pouvais pas être mieux. Modèle. D'après moi. Oui, parfaite, entre guillemets. Ma maman, elle a dit, je me souviens même pas, on n'a pas mis beaucoup d'efforts pour te faire grandir, en fait. Donc, il y a tout ce que j'ai fait d'après moi qui était correct, qui était des besoins de mes parents comme une fille d'une société. Et en même temps, après tout ce que tu fais, est-ce que je me suis mariée jeune, est-ce que j'ai vécu le bonheur dans ce mariage que j'ai toujours rêvé? Non. Et j'ai vu que c'était un rêve dans ma tête d'être bien dans ma peau. Et malgré tout ce que j'ai fait, ça allait pas. Donc, en même temps, je me dis, peut-être personne connaît qu'est-ce qu'ils font. Donc, moi, j'ai suivi les gens qui connaissent pas qu'est-ce qu'ils font. Donc, ça, c'était vraiment une réalisation. En même temps, comme j'avais pas l'espoir dans ma tête, j'étais vraiment pas une fille qui avait l'espoir toute ma vie, presque toute ma vie. Depuis 4-5 ans, je travaille beaucoup sur ça. Aujourd'hui, je vais bien. Mais à l'époque, oui, il y a 10-15 ans, je savais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ça, c'était dur. Et d'un côté, il y avait le côté dark où je me suis pas sentie, OK, il y a zéro espoir. Je sais que ça sera quoi de vivre cette vie. C'était toujours ça que je me suis demandé tout le temps, tous les jours. Mais en même temps, il y avait quelque chose petit profond de moi qui a dit, tu rêves quelque chose, il faut que tu vis ça. Donc, peut-être ça m'a aidé à battre tout ce que j'ai battu pour avoir une vie aujourd'hui que j'ai. En même temps, ça m'a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie, effort que je souhaite à personne. C'était pas, ouais. Ouais, merci beaucoup. Axel, dans cette partie du parcours d'Arpita, qu'est-ce que tu reconnais? Est-ce que c'est le Axel d'avant la maladie? Est-ce que c'est cette lueur d'après? Qu'est-ce qui fait écho dans ton parcours? Ben oui, ça fait vraiment écho parce que je dis souvent moi que c'est ma plus belle expérience, mais que je la souhaite à personne. Et donc ça résonne avec ce qu'Arpita vient de dire, c'est que je souhaite à aucun enfant de vivre ce que j'ai dû vivre, à aucune famille de devoir endurer ce qu'ils ont enduré pendant que j'étais malade.
Mais à la fois, si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, je suis très heureux d'être qui je suis. Tout ce que je vis et l'intensité de tout ce que je ressens aujourd'hui, c'est parce que je suis passé par là. Et à la fois, je suis persuadé, et je vous ai évoqué mon projet Smiley Days là, qui arrive en fin d'année, là. C'est l'objectif de ce projet, c'est que je suis persuadé que on n'est pas obligé de passer par l'horreur et par une mort imminente pour se ressentir vivre à 150%. Et en fait, cette chance qu'on a d'être vivant sur Terre aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau qu'on nous ait fait. On est sur une Terre qui est immense, qui est faite de milliards de choses à ressentir, à découvrir, à partager et à vivre, tout simplement. Et que donc, il faut en faire une merveille. C'est une chance immense. Mais moi, je suis comme ça aujourd'hui parce que je suis passé par là. Mais je suis persuadé, malgré tout, qu'on ne devrait pas devoir passer par des choses terribles comme ça pour avoir cette sensibilité-là. Et c'est le projet de Smiley Day, c'est d'inviter à chacun à se reconcentrer au quotidien sur tous les petits bonheurs qui nous entourent, de faire abstraction à toutes les horreurs qu'il y a sur Terre, parce qu'il y en aura toujours, il y en a toujours eu, mais qu'il y a des milliards de petits plaisirs au quotidien, que ce soit une ombre sur un trottoir, un sourire partagé à quelqu'un qu'on connaît pas, une musique qui nous fait ressentir quelque chose. Il y a milliards de choses au quotidien autour de nous qui font que la vie, elle est merveilleusement intense, et de se reconcentrer sur tous ces petits bonheurs qui nous entourent, et de relever un petit peu le cœur, le regard et l'esprit sur le monde qui nous entoure, c'est trop important. Donc, je suis persuadé qu'on n'est pas obligé de... Mais Ina est d'accord avec nous. Ouais, Mais que ça aide forcément. Moi, je suis comme ça parce que je suis passé par là. Mais j'aimerais, et je suis convaincu qu'on n'est pas obligé de passer par là pour avoir cette vision-là, quoi. Mais c'est ma mission au quotidien d'aller montrer aux gens que, regarde tout ce qui se passe de merveille autour de toi, quoi. C'est trop bien. Dans ton expérience, donc tu nous as parlé de la maladie. C'était quoi le seuil, le passage où finalement tu mettrais un peu une ligne du Axel d'avant, le Axel d'après? Est-ce qu'il y a eu un genre de, tu sais, un point de passage en montagne? Il y a des endroits où on passe des cols, des sommets, et on redescend, où on passe à la montagne après, mais on sait qu'on n'est plus vraiment la même personne. Ça serait quel moment pour toi? Bah, il y en a un, tu vois, parce que rien que d'écouter ta question, ça m'émeut. Et il y en a un, et c'est le moment qui a changé toute ma vie. Ça faisait 1 an et demi que j'étais hospitalisé. Et c'est quand le jour où je suis sorti de l'hôpital, après avoir tout vécu là-bas, un matin, je suis dans mon lit, et ma maman m'envoie un texto. Non, c'est Madame Peula qui gérait l'étage neuro qui vient me voir et qui me dit: Axel, ça y est, tu peux rentrer à la maison. Et ce matin-là, j'ai pris mon petit téléphone, j'avais un iPhone 3G à l'époque, et ça marchait bien. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit à ma maman, où je l'ai appelé, où je lui ai fait un message, je sais plus, je lui ai dit: ça y est maman, tu peux venir me chercher, on peut rentrer à la maison. On peut rentrer à la maison, alors qu'elle y était déjà, elle, tu vois, c'est fou. Et elle allait à un rendez-vous, je me souviens, et ce jour-là, elle m'a dit: bah, je fais demi-tour, je vais chercher tes affaires, je te prépare un sac et je viens te chercher. Elle est arrivée 1 heure et demie après à l'hôpital, on s'est habillés, j'ai remis un pantalon, des chaussettes que j'avais plus mis depuis 1 an et demi, et ça c'est atroce, parce qu'en fait on est bien mieux tout nu sous une blouse blanche, ça gratte des chaussettes et un pantalon, c'est horrible. Et d'ailleurs je ne mets plus jamais de jean, parce que c'est pas du tout confortable un jean. Et on dit au revoir à tout le monde, c'est plein de belles émotions. Je repars sur un fauteuil roulant, parce que je reprenais à marcher, je voyais la vie en double, j'avais pas été debout depuis 1 an et demi, etc. Donc je repars sur un fauteuil roulant, et là on descend du 4e étage, du coup, vers le rez-de-chaussée de l'hôpital. Ma maman avait garé la voiture juste devant. Et on se dirige vers la sortie de l'hôpital, et là, les portes en vitre, en verre s'ouvrent devant nous. Ma maman pousse le fauteuil, et on arrive sur le parvis de l'hôpital. Et on était en automne, il y avait des feuilles qui volaient partout dans les arbres autour de l'hôpital. Il y avait la sortie d'une école en face, avec plein d'enfants qui couraient, qui criaient de partout. Et j'ai ressenti je me suis mis à pleurer instantanément, comme un bébé, dans mon fauteuil. Ma maman s'est inquiétée, elle m'a dit: qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit: mais maman, c'est fou, je ressens l'air frais sur mes joues, et j'avais oublié cette sensation-là. Et ça va un peu avec ce qu'on dit beaucoup, complètement avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tous les petits bonheurs du quotidien qu'on oublie trop facilement, mais qui sont si précieux. Et j'avais oublié ce bonheur de ressentir l'air frais sur mes joues, et c'était trop intense de se ressentir vibrer comme ça. Et ce moment-là, il a vraiment métamorphosé ma mission sur Terre, ma façon de me ressentir, et la façon de voir les choses, de voir la vie au quotidien. Et ça a été un vrai déclic. Ouais. C'est le moment qui a tout changé, ça. Ouais, ça, c'est sûr. Et pourtant, ça c'est déjà
2 ans que j'étais malade, quoi. Fait que j'étais malade, que j'étais entré dans la maladie, parce que j'étais plus malade à ce moment-là, presque plus malade. Il restait encore 5 mois de radiothérapie, mais j'étais quasiment guéri, quoi. Hmm. Merci pour le partage. Moi, ce qui m'a frappé aussi quand on a échangé, on a dîné ensemble, c'est que finalement, vous êtes tous les deux aujourd'hui des entrepreneurs de manière différente. Vous avez des projets, vous entreprenez des choses. Vous avez plusieurs projets d'ailleurs. Comment vous connectez cette manière de vivre aujourd'hui? Vous avez des projets, vous les poussez, vous êtes passionné, et ce que vous avez vécu étant plus jeune. Arpita, peut-être tu peux nous en parler. Aujourd'hui, tu as plein de projets, tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Et comment ça se fait? Parce que finalement, l'entrepreneuriat, c'est aussi dur, c'est des challenges. Tu en as vécu déjà, tu as eu ta dose. Donc, qu'est-ce qui fait que finalement, c'est ça maintenant le véhicule pour continuer d'explorer? En fait, en vrai de vrai, j'ai peur aujourd'hui, actuellement aussi, toujours. En fait, je pense que quand tu as un parcours, je parle de mon parcours, je connais pas comment les gens sont malgré leur parcours qui ont été difficiles, je sais pas, parce qu'on a tous des émotions qui sont complexes en fait. Donc j'ai le côté peur qui est toujours en moi, donc je travaille beaucoup sur ça, parce que comme une fille en Inde, les gens, ils te disent, fais attention, t'es une fille, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit d'aller. Donc, il y a cette peur, en fait. Et l'entrepreneuriat, ça fait peur, comme tu as dit, avec tous les challenges. Donc, il y a ce côté de ça. Et pour moi, j'étais conditionnée de penser à un job, un travail qui te paye bien. Donc, ça, c'est stable, bien, comme il faut. Mais en même temps, j'ai toujours rêvé de partager tout ce que j'ai vécu, le côté qui était bien, mieux, qui m'a aidé. En fait, je me souviens, grâce à l'Ayurveda, qui est le médecine et le science, oldest science dans le monde, qui date plus que 5000 années. En fait, il y a le côté bien-être au quotidien. Chaque petite chose que tu fais au quotidien, tous les jours. Et ça, c'est une manière, c'est l'art de vivre. Ayurveda, c'est vraiment l'art de vivre, mais pas forcément physique, mais global, spirituellement, mentalement, physiquement. Je pense que ce côté de ça que j'ai appris grâce à ma maman et ma famille, malgré tout ce que j'ai vécu, je suis bien quand même, tu vois. Même si quand j'étais pas bien, j'étais bien quand même, tu vois, parce que toutes les petites cuillères que ma maman, elle m'a fait manger, elle a dit, quand tu seras grande, tu auras des beaux cheveux, tu auras une belle peau, il faut manger bien. Tu vois, chaque petite chose, ça aide. Et quand j'ai grandi et j'ai vu la manière que j'ai mangé, j'étais nourrie, et la manière que j'ai guéri après tout ce que j'ai vécu, grâce à ça. Et je veux pas garder ça juste en moi, je veux partager. La meilleure manière de partager, je peux pas être embauchée par quelqu'un dans une petite chambre et travailler comme ça. Je me sens obligée d'aller loin, parler avec les gens, faire le networking et vraiment partager. Il y a des gens qui apprécient, peut-être il y aura des gens qui apprécient pas, c'est pas grave. Mais pour moi, c'est ma mission de vraiment inspirer et motiver des gens d'aller plus loin et vivre mieux si c'est possible, pourquoi pas. Et donc concrètement, aujourd'hui, ton projet, il prend quelle forme? En fait, aujourd'hui, je propose, j'étais chef en cuisine dans plusieurs restos jusqu'à j'ai déménagé ici, pas loin de chez vous, à Annecy. Du coup, je suis expert culinaire aujourd'hui pour tout ce qui est cuisine végétale, durable, avec les produits locaux, parfois je travaille avec les marques françaises, avec les vraies valeurs pour leurs produits et tout ça. Donc, je propose des prestations de traiteur, des cours de cuisine, être chef privé, soutenir les business, le côté R&D pour développer des produits végétaux, pour développer des recettes avec les produits qui sont déjà dans le marché de différentes marques. Et en fait, aujourd'hui, je propose plein d'événements comme chef privé, par exemple, yoga brunch ou apéro dînatoire, tout ce qui est sensoriel, intime, mais en même temps avec une vraie valeur autour de tout ce que je propose comme cuisine bien-être. Oui.
Merci beaucoup. Tu vois, j'adore la notion d'entrepreneur explorateur. Et je vois ce cycle en permanence je découvre quelque chose qui me passionne. En général, ça fait écho à mon histoire. Donc, la cuisine, les plantes et puis se sentir bien, la notion de bien-être. Donc, c'est relié à plein de parties de ton histoire. Et donc, je suis passionné. J'apprends plein de choses. Je deviens assez experte dans la matière. Et j'ai surtout envie de le partager. Et donc, je trouve un moyen, peut-être en cuisine, peut-être avec l'entrepreneuriat, tu fais plein de choses différentes. Mais avant tout, c'est de partager ça. Et je vois vraiment ce point commun entre beaucoup de personnes dans le podcast ou que j'accompagne. J'ai vécu ce truc, j'ai découvert ça et je peux pas garder ça pour moi, vraiment. Euh, et parfois, la difficulté, finalement, c'est peut-être plus de choisir, de dire, mais attends, comment je choisis une manière de le partager, je vois que ça fait écho, pour être sûr que ça résonne, parce qu'en faisant plein de choses, peut-être que ça résonne moins, je perds un peu mon message, mais ça me passionne tellement que je dois partager ça. Moi, Euh, ça te parle, ça? oui, Ouais. oui. C'est des échanges quotidiens Ouais. parce qu'elle développe tellement de choses en ce moment et plein de choses géniales et passionnantes. Elle s'éclate, mais il y a tellement de choses que quand on se dit parfois elle me dit mais comment je vais faire tout, mais c'est Ouais. génial, c'est des bons problèmes. Ouais, c'est vraiment quelque chose que je vois de commun sur les passionnés qui ont envie de briller, pas au sens de attirer la lumière, mais au contraire de briller, de rayonner leur vécu pour en faire profiter un maximum de personnes. Et c'est souvent l'idée, en tout cas la manière dont j'accompagne, c'est de prendre ce côté briller et d'en faire un laser, parce que le laser, il peut aller à un endroit pendant un certain temps, ça n'empêche pas de faire autre chose après, mais d'avoir un maximum d'efficacité. Toi, Axel, il y a cette notion aussi, je le sais, de briller. T'as partagé ton expérience avec des conférences. Je me fais couper, mais Ouais. j'aime pas le mot briller. C'est pas briller, c'est inspirer. Et avant quoi, même pardon? d'être inspiré, c'est pas briller, c'est inspirer. Et elle a cité le mot inspiration, Arpita, et je me demandais si elle allait le donner, mais c'est vraiment le mot-clé en fait. Et je trouve ça génial. J'ai toujours été fasciné, moi, par les interviews des personnes qui te donnent de l'énergie, qui t'inspirent. En fait, je trouve ça génial. Et dans toutes mes études, j'ai fait un bac+5 en France. Les 2 années les plus passionnantes de ce bac+5, c'était les 2 dernières en master à Lyon. On n'avait pas des professeurs, on avait des entrepreneurs qui venaient. Et pas forcément des entrepreneurs, même des gens qui travaillaient dans des grosses boîtes, mais qui étaient entrepreneurs dans leur façon de vivre et de travailler. Et ils venaient non pas nous apprendre des choses académiques, mais nous parler de leur vécu et de ce qu'ils avaient appris sur le terrain. Mais il n'y a rien de plus passionnant que d'être inspiré par des parcours de vie comme ça. Et donc, ouais, l'inspiration plus que le fait de briller. Et avant même que je tombe malade, je disais souvent à mes parents et à moi-même, je me disais que je rêvais, moi, un jour, d'être reconnu pour quelque chose. Voilà, c'est bizarre, hein. C'est pas du tout d'être une star, de briller ou quoi, mais c'est d'être reconnu pour quelque chose. On se dit, on parle de quelqu'un et on dit, bah lui, il est génial comme ça, pour ça. Et ça, c'est génial. Et je pense que si chacun était brillant, inspirant pour quelque chose, bah c'est génialissime. On apporte quelque chose au monde qui nous entoure. Ouais. Et ça résonne avec. Je vais te laisser poser tes questions, mais ça résonne avec plein de choses. Non, vas-y. Bah parce que le fait en lien avec le parcours, le fait d'inspirer, en fait, moi, pour m'en sortir, j'avais déjà une chance sur 1000 de m'en sortir, je m'en suis sorti, mais le plus dur, ça a été de se reconstruire et de revenir à la vie, vraiment à la vie, avec plein de positivité et non pas toutes les atrocités qu'il y avait derrière moi. Et 3 ou 4 ans après être revenu à la vie, il y a des semaines entières où j'allais pas à l'école parce que ça débordait, les souvenirs, les sensations, les peurs, ça débordait. Et je pleurais jour et nuit pendant quelques jours et après je retournais à l'école. Il y avait une émotion qui était dure à gérer. Et il a fallu faire de tout ça une vraie force en fait. Et donc tout ce que j'ai vécu, ça m'a inspiré moi dans un premier temps. Et j'ai dû même écrire tout ça noir sur blanc après 3 ou 4 ans parce que j'avais besoin de prendre de la distance avec ce vécu. Et ces petits mots-là sont devenus un bouquin donc qui partage, donc qui permet d'inspirer le grand public. Et surtout, je raconte depuis maintenant 11 ans dans les écoles, dans les événements, ici avec toi et Arpita et Ina, notre chienne qui est avec nous aussi, de le partager. On a dit le mot partager tout à l'heure, c'est trop important de partager tout ce que ça m'a appris, tout ce que ça nous a appris et tout ce que ça nous apporte aujourd'hui au quotidien. C'est trop précieux parce qu'on a un monde qui est de plus en plus individuel où chacun vit pour son petit nombril, son petit écran, son petit compte TikTok
ou son petit compte Instagram. C'est pas ça la vie. La vie, c'est d'apporter de l'énergie, du positif, des expériences, des émotions au monde qui nous entoure. Et donc, c'est trop important d'être inspirant. Je pense que et de finir sa vie en se disant, ouais, j'ai été inspirant et j'ai apporté plein de choses au monde. Ouah, t'as réussi ta vie en fait. Alors que si tu finis ta vie en disant, bon, j'ai joué à la PS2 dans mon canapé, pour moi, c'est pas ça le bonheur, quoi. C'est pas possible. Et donc, et elle a cité le mot inspiré, donc je suis super content. Je me demandais si elle allait le dire. Génial. Et j'ai une question, et je vais complètement changer mon fusil d'épaule. Je suis pas de fusil, mais vous captez l'expression. On avait un peu peur. Comment, tu vois, j'ai cette aspiration, j'ai envie d'inspirer, j'ai un vécu, j'ai une passion, je dois absolument le partager au monde. Ok, très bien. Et je dois aussi payer mon loyer à la fin du mois. Et qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour marcher sur ces deux jambes? Une de qu'est-ce qui me touche? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je me sens aligné? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je suis dans mon authenticité, dans mon atypicité, dans ma mission? Et en même temps, j'ai des contraintes, je vis dans la matière, dans le monde réel, et comment je joue avec ça sans me trahir? Est-ce que ça, c'est un sujet de discussion, de réflexion que vous avez? Comment vous adressez ça? Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est simple. Par exemple, avec ma situation, je te donne mon exemple parce que déjà, j'ai pas vécu en France toute ma vie. Donc, j'ai commencé à vivre en France il y a presque 7 ans. Mais quand je suis venue ici, je n'avais pas le droit de travailler parce que je suis venue comme une étudiante. Être une adulte et étudiante dans un nouveau pays, c'est difficile. Déjà, quand tu parles pas la langue, pour trouver un boulot, c'est difficile. Tu vois, donc il y avait tous ces contraintes, des challenges et tout ça. Malgré tout ça, oui, j'étais hyper motivée parce que je savais que quand je déménage en France, je veux faire quelque chose en cuisine. Je savais pas comment, quoi, mais je veux faire quelque chose. Donc, en même temps, je peux pas cuisiner et travailler avec la viande et la poisson. Ça, c'était hors de question. Je viens d'une culture très particulière. Donc, moi, j'étais pas ouverte à ça. C'était pas une option. Donc, quand je suis venue ici, j'ai commencé à travailler temps partiel. Déjà, c'est le seul droit que j'avais comme une étrangère en France avec la carte étudiante que j'avais. Donc, après ça, heureusement, grâce à l'effort que j'ai mis et les gens qui ont vu que, OK, elle est motivée, elle travaille bien et tout ça, j'ai eu un CDI. Après, j'ai fait mon diplôme dans la langue française. Et en même temps, j'ai vu que ça commence vraiment la base. J'ai commencé de zéro, tu vois. J'ai recommencé ma vie de zéro ici en France, comme une adulte. Donc, tu sais, pour les gens qui ont peut-être commencé à travailler à partir de 18 ans en France, ils ont déjà tous les papiers qui montrent que, OK, ils ont, comment tu dis, il y a le côté de légitimité que, OK, si tu n'as pas un boulot, il y a le soutien du gouvernement et après, tu peux commencer ton projet ou trouver quelque chose mieux, bien. Mais j'avais pas cette option. Donc, pour moi, j'ai pas l'option. Donc, moi, j'avais travaillé, j'avais pris toute l'expérience que j'ai. J'avais construit jusqu'à je peux maximum et jusqu'à je me sens à l'aise dans ma peau pour vraiment être bien et dire, OK, maintenant, je peux finir ça et démarrer mon projet. Et pour ça, le côté argent, budget, tout ça, oui, pour moi, j'avais pas l'option. Donc, déjà, ça, c'était une contrainte. Mais en même temps, j'ai donné le maximum que je peux pour avoir cette expérience, pour démarrer petit à petit. Et grâce à notre vie en couple et tout ça, Axel, il m'a soutient aussi. Et grâce à l'effort que j'ai mis, j'ai un peu de soutien aujourd'hui, grâce à le système ici, même si je suis étrangère. Et ça m'aide à démarrer ce que je toujours rêvais. Donc, Merci beaucoup pour le partage. Ça me fait penser aussi à quelque chose de très business qu'on utilise en stratégie. C'est pour les entrepreneurs, pour se lancer, on fait tout simplement 2 cercles. Un, c'est les contraintes internes. Donc, tu vois, pour toi, ne pas travailler avec la viande, le poisson. Il y avait la langue aussi. Et puis, il y a les contraintes externes. Peut-être c'est la législation, peut-être que c'est les papiers, etc. Et finalement, on va lister tout ça et ça va nous dessiner un espace qui est peut-être réduit, mais qui est notre champ des possibles, qui est là, notre espace de liberté. On appelle ça un espace stratégique. Et finalement,
peu importe toutes les choses que je peux pas faire que j'enlève, qui sont dans ces contraintes, je me focalise sur les petites actions qui sont possibles. Je prends ce que j'ai devant moi et je me focalise là-dessus et j'avance un pas après l'autre. Et petit à petit, en mettant mon énergie seulement sur ces possibles-là, sans me penser au reste, ben je l'agrandis cet espace. En fait, je le nourris, je le développe et ce champ des possibles devient de plus en plus grand. Donc, c'est un super bon rappel parce que parfois, moi le premier, on peut penser à tout ce qu'on peut pas faire pour X ou Y raison et finalement, c'est juste se remettre là-dessus sur les petites choses qu'on peut faire aujourd'hui, les prochaines heures et travailler là-dessus. Axel, j'imagine que ça doit te parler aussi à des moments dans ta vie où le champ des possibles il était extrêmement réduit. Il était réduit comment et à quoi tu t'es accroché dans les petites actions que tu pouvais mener? Ouais. Tu parles de cette période de la maladie, du coup? Ouais, par exemple, ouais. Ouais, et à la fois c'est une épreuve et c'est aussi une énergie immense parce que ça te montre que tu es à deux doigts de de tout perdre, de tout arrêter et tu le ressens en toi. Donc ça c'est terrible, mais et à la fois ça te montre que rien n'est impossible quoi, que même quand tu as une chance sur 1000 et que tu sais plus marcher, que tu vois la vie en double, que tu ne sais plus tenir debout, tenir la table droite, etc. Tu peux te reconstruire et vivre une vie géniale. Et donc en fait c'est source d'une énergie immense que en fait rien n'est impossible et que bah go, t'as rien à perdre quoi. Au pire ça marche pas. Et et tu parlais tout à l'heure de cet écart entre ce que je veux faire et de ce que j'ai besoin de payer, etc., etc. Je pense que j'ai eu aussi ce challenge-là dans le sens où à la fin de mes études, j'avais besoin de faire un métier pour les humains, avec les humains. Et à côté de ça, j'avais donc le social, qui est pas forcément le secteur le plus rémunérateur. Et à côté de ça, j'avais en parallèle le parcours de vie que j'avais, une enfance privilégiée, beaucoup d'activités, beaucoup de chances, de voyages, d'expériences, d'émotions, de plein de choses. Le sport automobile qui est ma grande passion depuis toujours, plein de choses qui nécessitent forcément un certain revenu. Et donc c'était un jeu, un stratagème quand je me suis construit à la fin de mes études. J'ai été attiré par le recrutement. Moi, je suis franco-suisse. J'ai une maman suisse, j'ai une nationalité suisse. J'ai toujours rêvé d'habiter sur Genève. J'ai commencé à chercher du travail dans le recrutement pour travailler avec les humains, pour les humains. Un métier qui m'animait extrêmement. C'était des rencontres, des partages, des désirs de vocation, de parcours, etc. C'était vraiment, ça répondait à toutes les cases. Et j'ai été embauché à Genève. Et donc, je gagnais plutôt bien ma vie dans ce métier-là. Je m'éclatais, ça marchait bien. Mais au bout de 2 ans, je me suis dit, punaise, il y a 6 ans, j'étais là. Aujourd'hui, je suis là, c'est génial. Mais il me manque encore un truc pour être le plus heureux de la planète. C'est un métier qui corresponde à 100% à ce qui m'anime ici, là. Et ce qui m'animait ici, là, c'était le bien-être des gens au quotidien, le bien-être intrinsèque. C'est ce que je faisais un peu par le recrutement, mais c'était encore trop loin. Je recrutais des ingénieurs en informatique qui sont un profil bien loin de ce que je suis moi. Et c'était pas le bien-être intrinsèque, vraiment, c'était un parcours professionnel, des salaires, des missions, des machins. Et donc, j'ai quitté ce travail-là juste avant le Covid et je me suis remis à travailler sur moi comme j'avais fait quelques années avant, après la maladie, pour aller trouver comment faire pour combler ce petit manque qu'il y avait là, quoi. Il manquait que ça pour que je sois le plus heureux de la planète. Et je suis allé marcher en montagne tout seul, je suis allé écrire encore et encore, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui vibre là? Qu'est-ce qui doit vibrer encore un peu plus ici? Et j'ai rencontré du monde, j'ai beaucoup networké, fait beaucoup de rencontres, de partages, etc. Et au bout de 2 ans à peu près, un peu moins de 2 ans, j'ai découvert ce métier-là, de l'animation socioculturelle et de l'assistance, l'assistanat socio-éducatif auprès des personnes âgées. Et ça cochait plein de cases. J'ai toujours eu un attrait incroyable avec les personnes âgées. Depuis que je suis tout jeune, il y a Ina qui veut venir répondre à des questions aussi. Et elle est d'accord avec toi, je crois. Ah ouais, je crois qu'elle est d'accord. Elle voulait me faire un câlin, je crois. Et donc, j'ai découvert ce métier-là. Et quand j'ai découvert ce métier-là, dont l'objectif est de faire sourire, vibrer les personnes jusqu'à leur dernier souffle, ma mission sur Terre depuis quelques années, je me suis dit, mais d'être rémunéré pour faire ça, mais c'est génial. J'en ai rajouté une vingtaine sur LinkedIn que je connaissais pas, sur Genève. Je suis allé boire des cafés, manger des pizzas, marcher dans un parc et tout pour discuter de leur quotidien. Et en les écoutant, je me disais, mais ça, c'est pas un métier, c'est juste ce qui m'anime le plus au quotidien et je serai rémunéré pour faire ça, c'est génial. Et j'ai un papa qui, depuis
depuis que j'étais tout jeune, qui est serial entrepreneur lui aussi, qui est à la retraite depuis 6 mois. Il nous a toujours dit avec ma sœur et ma maman aussi que quoi qu'on fasse dans la vie, si on le faisait bien et qu'on faisait ce qu'on aime, qu'on était là où on devait être, on gagnera bien notre vie. Il nous a toujours dit ça, pour tout métier confondu. Si on le fait bien et avec passion, ça marche, quoi qu'on fasse. Et donc, il y avait sûrement cette voix qui résonnait là quand je parlais de ce métier-là. Et parce que souvent, quand je parlais de ce métier-là, en France, on me disait, mais tu métier du social, tu vas gagner un SMIC, machin. Il s'avère qu'à Genève, je gagne bien ma vie en faisant ce métier-là, que j'ai été embauché dans l'entreprise où je rêvais d'être embauché pour faire ce métier-là et qui m'ont offert une chance. Pourquoi? Parce que quand je suis allé me présenter pendant 25 minutes et que j'ai parlé pendant 25 minutes de mon parcours, de ma personne, de ce que j'avais apporté, de pourquoi ce métier était fait pour moi, même si j'avais ni diplôme, ni expérience, ni rien du tout, et bah, le monsieur en face de moi, il s'est dit, bah ouais, c'est vrai, il pourrait nous apporter beaucoup. Et ça fait 5 ans que je suis dans cette boîte et je m'éclate, je gagne bien ma vie, j'ai passé des diplômes et donc j'évolue encore aujourd'hui et c'est un vrai bonheur. Donc en fait, je crois que avant même de penser là, on parle à l'époque de la construction là, et nos enfants, on les éduquera comme ça. C'est pas fais ce métier-là pour bien gagner ta vie ou quoi. Et l'objectif, c'est pas non plus de bien gagner ta vie. On s'en fout en fait d'être riche ou quoi. C'est pas du tout notre objectif. Oui, c'est de bien gagner notre vie, mais pour réaliser nos rêves, en fait. Et dire à un enfant, il faut bien gagner sa vie, il faut être riche, ça n'a aucun sens. On va les éduquer en disant, apprends à écouter ce qui se passe en toi, ce qui résonne en toi, ce qui vibre en toi, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait sourire, ce qui t'anime, ce qui te donne de l'énergie, et dirige-toi vers ça. Et quoi que tu fasses là-dedans, tu trouveras le moyen de t'en sortir, et tu feras des choses bien, tu créeras des choses là-dedans, et tu t'éclateras, et donc ça marchera. Mais je crois que c'est super important. Et donc, je pense qu'il y a une vraie pression, Arpita en parlait tout à l'heure, une vraie pression, une vraie peur, elle parlait même de peur. Je crois qu'il faut pas l'avoir. Au pire des cas, ça marchera pas, et on fera autre chose. Mais au pire des cas, tu auras fait des rencontres, tu auras grandi, tu auras découvert des choses et tu feras autre chose en fait. Et je pense que réussir à prendre de la distance avec cette peur-là, de se dire il n'y a rien d'impossible en fait. Et au pire des cas, si ça marche pas, bah, ce sera pas grave. Bah, ça va te permettre de dépasser des montagnes. Et en fait, je crois que personne ne réussit sans audace et sans tenter le coup, quoi. Et voilà. Est-ce que tu crois que c'est, je reviens là-dessus, hein, mais la maladie qui t'a donné ce cadre de référence, c'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est que tu nous dis au pire, so what, quoi. C'est qu'est-ce qu'il y a à perdre? Et parce que finalement, tu as vécu quelque chose qui est tellement difficile que rater un projet entrepreneurial, se louper, tu vois, foirer un lancement, un projet, bah bon, et alors, quoi. Bah oui, et je parlais pour les Smiley Days là que je vais essayer de lancer en fin d'année parce que la plateforme elle est prête depuis presque 1 an, mais j'arrive pas à trouver le temps de le lancer et tout, et qu'il y a le projet d'Arven Smile qui a pris de l'ampleur avant, et donc je me suis focalisé sur celui-ci. Mais je vais le lancer alors que je vois bien que depuis que je travaille dessus, il y en a qui croient dur comme fer et il y en a beaucoup qui disent ça marchera jamais et tout, parce qu'en fait, parce qu'on est dans une société qui respire pas comme ça. Mais justement, c'est la mission de ce projet-là. Et si un jour ce projet-là il marche et qu'on aura le premier journal dans les kiosques qui sera écrit par le citoyen lui-même pour raconter ce qui se passe de beau autour de nous, plutôt que toutes les atrocités que racontent tous les journaux là officiels, et ben je serais super heureux de l'avoir fait. Et je suis sûr que ça apportera à chacun cette mission qui est la mienne, c'est de s'ouvrir un peu plus au monde qui nous entoure et de se ressentir vibrer et kiffer, de se ressentir kiffer. Ça paraît bête comme ça, mais les gens ne se ressentent plus kiffer. Et au quotidien, on peut ressentir du plaisir, c'est trop important, trop important. Merci beaucoup pour ce partage. Et je vois un autre point commun aussi dans votre approche à tous les deux, c'est qui me touche aussi, qui est important pour moi, c'est de passer par le corps. C'est-à-dire que dans toutes vos explications, dans votre parcours, alors là, évidemment, le bien-être, la nourriture, on a parlé d'Ashtanga, on a parlé de plein de choses. Et puis, Axel, évidemment, ton corps, toi, il a souffert et tu as été resté aussi dans ton corps, connecté à ton corps pendant la maladie. Se passer par le corps, aujourd'hui, comment ça marche pour vous? Comment vous l'utilisez? C'est quoi comment vous définiriez cet outil qu'est le corps au quotidien? Comment vous l'utilisez, si vous l'utilisez? Ça me fait sourire, je pense qu'elle va en parler d'elle-même, ça me fait sourire je suis sûr qu'elle sait pourquoi je ris. Et tu veux le Vas-y, raconter? commence. Non. Vas-y, Arpita, ouais. Tu sais, quand j'ai rencontré Axel,
En fait, c'était super parce que c'était vraiment, on se connaît pas, on a rencontré sur une appli, tu vois. Donc, même pour lui, c'était la première fois qu'il a utilisé une appli de rencontre, moi aussi. Donc, tous les deux, on a vécu une vie avant. On n'était pas très, très jeunes non plus. Oui, on est jeunes, entre guillemets, mais on n'était pas naïfs non plus. On a vécu une vie avant quand on s'est rencontrés. Et du coup, on a parlé de plein de choses, nos parcours et tout ça. Et tout de suite, je parlais de, pour moi, c'est une hygiène de vie. Pour moi, c'est important. Quand je parle de hygiène de vie, par exemple, quand on sait que quelque chose n'est pas bien, si on consomme, pour moi, je trouve pas le sens. Personnellement, j'ai aucun sens. Par exemple, je sais que je vais manger un sachet de chips quand j'ai vraiment envie. C'est bien, ça me fait du bien. Et en même temps, si je fais ça tous les jours, 2 fois par jour ou tous les jours, pour moi, il n'y a aucun sens parce que je sais profondément, c'est pas bien tous les jours. Et quand j'ai rencontré Axel, je lui ai demandé des questions simples, hein, qui, pour moi, j'ai des valeurs, tu vois. Donc, je lui ai demandé. Moi aussi, j'ai des valeurs. Donc, je lui ai demandé, du coup, qu'est-ce que tu en penses de Coca ou manger fast-food comme McDo et tout ça? Et il a bu Coca tous les jours, hein. Juste quand je l'ai rencontré, il a dit Coca tous les jours. McDo, Burger King, des choses comme ça, souvent. Et quand je suis allée première fois dans son appart, où il était, j'ai ouvert le congèle parce qu'il m'a dit, tu peux faire un repas vite fait, fais-toi comme chez toi, parce qu'il est allé au boulot. J'ai ouvert le congèle, c'était avec plein de glaces, mais pas des bonnes glaces artisanales, mais c'est des glaces. Ben & Jerry, Agendas. Mais même pas Twix. Ben & Jerry, Agendas, Pas ça va, mais Twix, Nutella, c'est pas des glaces pour moi, c'est des chocolats, tu vois. Ça, en format de glace, quand tu vois les ingrédients, il y a 35 ingrédients et quelqu'un qui cuisine ou pas, ils savent pas qu'est-ce que c'est parce qu'il met tellement de choses chimiques dedans. Ça m'a marqué, ça m'a choqué. En vrai, j'étais choquée parce que pour moi, il n'y a aucun sens. Quelqu'un qui a vécu un parcours difficile, il prend soin de lui. Et pour moi, il est intelligent, mais est-ce qu'il est vraiment intelligent? Je me suis dit. Ça me fait penser, on en parlait il y a quelques jours. Bah, c'était avec toi, je crois, Adrien, quand tu étais là avec ta chérie pour dîner. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on en parlait. Moi, ça fait 16 ans du coup que je suis sorti d'affaires. Ça fait depuis, je suis suivi en euros depuis de près depuis toujours. Jamais un neuro chirurgien, neuro médecin, quoi que ce soit, ne m'a dit que le sucre, il fallait pas trop en manger parce que le sucre activait les cellules cancéreuses, etc. Je ne l'ai jamais entendu dans aucun rendez-vous médical ou quoi que ce soit. C'est Arpita qui me l'a appris, en fait. Et c'est un de mes très bons amis avec qui je développe Drive and Smile qui m'en a parlé aussi. Comment c'est possible ça? Ils sont peut-être même pas au courant. C'est ça qui est fou, quoi. Ouais. Et donc Arpita, elle parlait du corps et moi, je pensais qu'elle allait parler du sport parce que j'essaie de me remettre au sport avec Arpita parce qu'elle en fait quotidiennement. Et moi, depuis que je suis revenu à la vie, j'en faisais beaucoup à haut niveau avant de tomber malade et j'en fais plus aujourd'hui. Et avec tout ce que je fais, j'arrive pas à prendre cette discipline sportive. C'est vraiment l'objectif de 2026. Il y en a deux, il y en a un autre et celui-là, c'est vraiment de reprendre cette discipline sportive parce que c'est trop important. Et je le vois avec mes personnes âgées, des personnes qui ont pas de muscles, pas rien, ils vieillissent moins bien. Donc, c'est trop important. Mais j'ai du mal. Et Arpi, elle a une vraie rigueur là-dessus sur le bien-être du corps, de prendre soin de soi, que ce soit spirituellement, physiquement, nutritivement. C'est incroyable. C'est hyper inspirant une fois de plus. Et pour te répondre à ta question, donc j'ai dit à Axel déjà d'abord tout avant qu'on fait tout ensemble et une vie en couple et tout ça, parce que déjà il était dans la région de Genève, moi j'étais à Lyon, donc on s'est vu 1-2 fois par semaine et tout ça. Tu vides ton congèle. Tu vides le congèle. Mais j'ai dit, en fait, j'ai dit désolé, mais je serai honnête, mais je peux pas vivre avec quelqu'un qui a une hygiène de vie très différente que la mienne. Je juge pas, mais en même temps, moi, j'accepte pas. Je peux pas. Je sais aujourd'hui qu'est-ce que je veux. J'accepterai pas des choses qui sont. The bar is high, tu vois, un peu. Et c'est pas du tout du harcèlement ou quoi, c'est hyper enrichissant pour moi, ce qu'elle m'a apporté tellement. J'ai pas mangé un McDo depuis 1 an et demi, j'ai dû boire un Coca depuis 1 an et demi et ça ne me manque pas du tout et ça fait juste du bien parce que il y a rien de bon là-dedans. Et donc en fait, c'est une exigence certes, mais qui est juste hyper enrichissante et bonifiante, quoi. Donc c'est génial. Mais désolé, pour répondre à ta question, en fait, déjà, tous les deux, on fait attention avec des choses, what you put in your body, comment on se nourrit. Donc ça, c'est d'abord tout. Le sport est bien, mais si tu fais beaucoup de sport, quelqu'un fait beaucoup de sport et il mange mal,
il y a moins de sens déjà. Donc déjà, comment on se nourrit, on fait attention avec qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on mange, comment on vit au quotidien. Et moi, pour moi, mouvement, c'est important, mais je fais pas beaucoup de sport parce que j'ai aussi eu un accident de travail et tout ça. Donc, je fais beaucoup de kiné et des choses pilates, des choses pour vraiment renforcer mes muscles et tout ça. Mais j'aime trop l'étirement, le yoga et tout ce qui est doux. En fait, j'aime bien le sport qui est doux. Donc ça, c'est le côté mouvement. Mais pour moi, la méditation, c'est la base. Pour moi, la méditation, c'est comme je brosse mes dents tous les jours. Ça fait partie de mon quotidien. Ça aide vraiment à équilibrer mais tout, physiquement et mentalement. Même la méditation, c'est pour le corps. On oublie ça aussi. Donc, tous les deux, on fait ça ensemble. Donc, Axel était ouvert donc quand je lui ai proposé. Donc, on fait des petits exercices de couple qui sont plus avec la conscience. Donc, c'est vraiment quelque chose que souvent je le rappelle, je dis à lui, dis-toi que grâce à mon corps, je peux faire tout ça. Donc, à la place de dire, j'ai pas l'habitude, il faut que tu te dis, waouh, après tout ce que j'ai vécu, j'ai toujours cette chance, immense chance que je peux faire tout ça. Donc, souvent, on s'inspire, mais différemment, et chacun, on a nos forces qui sont complémentaires. Donc, c'est comme ça on vit aujourd'hui. Oui. C'est super intéressant, merci. C'est au quotidien, donc j'entends la méditation, la nutrition, et quand vous faites des choix au niveau de vos projets, au niveau de l'entrepreneuriat, comment vous faites pour est-ce que vous communiquez finalement avec ce corps pour savoir est-ce que ça me semble juste, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, ou pas du tout? Est-ce que c'est quoi votre relation au corps à ce niveau-là? Et c'est ce que je voulais dire avant à ta question sur le rapport au corps au quotidien. J'ai tellement souffert physiquement, en fait, que j'ai l'impression que depuis, j'ai quasiment plus jamais eu mal au ventre ou mal à la tête, tellement j'ai souffert. Et en fait, il n'y a rien de pire que la souffrance physique pour un corps humain, pour un humain, de souffrir, il y a rien de pire. Et depuis que je suis revenu à la vie, ma mission quotidienne, chaque matin quand je me réveille, c'est cette petite boule-là qu'on a dans le ventre. Quand on n'est pas bien, qu'on est contrarié, qu'on est triste, il y a quelque chose qui va pas, on a cette rancœur dans le bide, on a ce mal-être là dans le ventre et ça va pas. Et donc l'objectif au quotidien, c'est que cette boule-là, elle soit éveillée. Et je pense vraiment que ça, c'est un message clé dans les messages qu'on va partager aujourd'hui, c'est que si chacun prenait en gestion, en management, cette petite boule-là qu'on a tous dans le ventre, le monde irait bien mieux. Parce que si chacun a cette boule-là qui rayonne chaque jour, alors on est ouvert, alors on partage du positif, alors on se sent bien, alors on est plein d'énergie, alors on entreprend, alors on n'a pas peur, alors on sourit. Les sourires sont tellement importants. Alors on vit. Mais je crois qu'il y a beaucoup de monde qui ont cette boule-là comme ça et qui la gardent comme ça. Et ça, c'est terrible. Et je crois que c'est hyper égoïste, mais en fait, il faut savoir être égoïste. Et c'est ce que je dis tout le temps à mes petits jeunes quand je les rencontre à l'école, c'est qu'il faut être égoïste avec soi pour se construire. Il faut penser d'abord à soi, à son bien-être, à sa connaissance de soi, à ses émotions, à ses ressentis, à ses frissons, à ses vibrances, pour pouvoir rayonner et construire et être inspirant et s'éclater, quoi. C'est trop important. Donc au quotidien, la première chose, c'est de s'écouter soi et faire en sorte de rayonner et de vibrer positivement, quoi. C'est trop important. Et ça, c'est clairement un rapport au corps qui est, voilà, l'écoute de soi, le ressenti de soi, c'est trop important. Et cette mission-là que j'ai moi et dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est de se permettre à chacun qui m'entoure, à chacun sur cette terre, de se ressentir vibrer à 150%, à se ressentir vivre 150%. Et ça, c'est un rapport au corps. C'est pas juste une machine dans laquelle on se met dedans et puis on y va. C'est un truc, c'est ce qui nous porte et c'est ce qui nous fait ressentir les choses. C'est trop précieux, trop précieux. Ouais, génial. Merci. Je vais rebondir sur aussi Arpita, ce que tu partageais et Axel aussi par rapport à tes docteurs, tes chirurgiens qui t'ont jamais parlé de ça. Mais qui ont été incroyables, mon Bien chirurgien. sûr, bien sûr. Exceptionnel, c'est l'une des plus belles rencontres de ma vie. Mes neuros, les deux que j'ai eus, Monsieur Frappaz et Madame Bonneville actuellement, c'est des gens exceptionnels. Madame Nathalie Pelat, dont je t'ai parlé, qui gérait l'étage neuro, c'est des gens, j'ai eu de la chance de croiser des équipes comme ça. Et je dis souvent que dans les 3 éléments qui font que je suis encore vivant, il y a la chance. Mais de croiser des perles comme ça, des génies comme ça, c'est extraordinaire. L'hypnotiseur qui m'a fait retrouver la mémoire aussi, c'est des gens, c'est des trésors sur terre. Alors même s'ils ont pas parce que c'est notre culture qui font que quand on fait la médecine, dans les cours de médecine aujourd'hui, je suis sûr qu'on ne parle jamais de tout ça. Alors que ça devrait être les premières choses. Ils n'étudient pas la nutrition, les médecins. Le côté de nutrition, ça fait même pas
2% de leurs cours, en fait. Et t'imagines, pendant 6-8 ans, tu fais des études de médecin, parce que mon rêve était d'être médecin. Quand j'étais petite, toutes ces années que quand j'étais enfant, j'ai dit je serai médecin un jour parce que je veux guérir les gens. Mais tu l'es à ta façon Oui, aujourd'hui. voilà, avec la nourriture. Oui, Mais ça, tu vois, ça me fait penser à ce côté, ce qu'on disait au tout début, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et ça, c'est peut-être la partie la plus difficile parce que ces chirurgiens, ces experts, et ça marche pour les entrepreneurs, les dirigeants, les profs de yoga, les avocats, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et c'est ça qui nous limite le plus, selon moi, dans notre vie. C'est-à-dire que finalement, cette œillère-là, ce champ que j'évite par défaut parce que je ne sais même pas qu'il existe, c'est peut-être, ça c'est ma croyance, c'est sûrement là que je peux vivre ce que j'ai vraiment envie de vivre. Pourquoi? Parce que ce petit truc là, comme tu dis, cette petite boule au ventre, où là, je sens que c'est pas exactement ça, c'est pas exactement aligné. Et finalement, ça paraît presque comme une voie sans issue, parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas et je ne vois pas peut-être la porte qui est juste devant mon nez. Finalement, tu vois, pour toi, Axel, c'était peut-être la nutrition. Il y en a d'autres. Pour certains entrepreneurs, c'est leur rapport à l'argent. Pour d'autres, c'est la vente. D'autres, c'est se connecter à ce qu'ils ont dans les tripes. Pour d'autres, c'est carrément entreprendre. Ça paraît impossible. J'ai récemment eu une discussion avec un ami et je lui ai demandé pourquoi tu fais pas, tu fais tout seul, quoi. Il me dit, bon, ben, je pense que c'est ça l'entrepreneuriat. Je peux trouver le contenu en ligne, sur YouTube, je peux me débrouiller, je suis smart, je peux poser des questions. Et je me suis vraiment reconnu en lui parce que j'ai fait ça pendant longtemps, jusqu'à me blesser finalement parce que j'étais tellement accroché. Et puis au bout d'un moment, j'ai pas eu le choix, j'ai eu des moments de faiblesse, de douleur et j'ai demandé de l'aide. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est génial de s'entourer de gens qui savent ce qu'on ne sait pas. Et que ça soit des docteurs, des conseillers, des mentors, etc. bien Et sûr. pour moi, c'est un énorme levier, quoi. C'est arriver à identifier, avoir des miroirs autour de soi, comme finalement Arpita, tu l'as été avec Axel, où en quelques secondes, c'était évident pour toi que tu as ouvert ce tiroir du congélo et finalement, ce que tu as vu, c'était ce qu'il ne savait pas. C'était tout ce monde-là qui était inconnu, parce que pour toi, Axel, c'était pas un problème, parce que ça n'existait pas, C'était un cette kiff même. notion-là. C'était quoi? C'était un kiff même. Ouais, C'était ouais. un plan. Exactement. Et ça, vraiment, et c'est terrible parce qu'on peut se dire, Arpita, tu le disais, je fais tout bien. Peut-être que je fais tout bien, mais ce que je ne fais pas, en fait, c'est ce qui appartient à ce monde que je ne vois même pas et qui pourrait cependant me rendre heureux. Et je pense qu'Axel, tu l'as évoqué aussi avec travailler dans le social. Peut-être qu'au début, c'était même pas forcément un champ des possibles. Et finalement, en discutant avec les gens, en prenant des informations, tu t'es dit, d'un coup, c'est devenu l'évidence. C'est devenu l'évidence. Ça m'inspire beaucoup parce que c'est aussi pour ça que je fais le podcast. C'est-à-dire que, tu vois, il y a peut-être une personne, et ça suffit, s'il y en a juste une personne qui va écouter et se dire, waouh, je ne savais même pas qu'il y avait ça, que ce monde-là existait, que ce possible était possible. Et d'un coup, il y a plus d'options, plus de champs des possibles. Et c'est ça, finalement, la liberté, quoi. Et puis, il n'y a pas de métier, comment dire? Un métier, c'est pas juste un métier, en fait. Il y a la façon de faire ce métier, il y a la façon de comment tu vois ce métier-là aussi. Et donc, en fait, moi, je suis bien plus qu'un assistant socio-éducatif. Je suis quelqu'un qui permet aux gens de vibrer jusqu'au bout et de vivre jusqu'au bout, en fait. Et je me présente plus comme un responsable du sourire que assistant socio-éducatif. Et en fait, c'est la façon de faire ce que tu vas faire à ta manière et avec ce que tu as pu apporter. Ça fonctionne bien comme ça. Oui. Ouais, ça me parle beaucoup parce que finalement, tous les deux, vous faites des métiers, si on présente juste le titre, tu vois, que ça soit chef, travailler dans le On social. imagine quelque chose, en fait, c'est pas du tout ce que... Voilà, Oui. exactement. C'est un petit, c'est une petite étiquette, mais finalement, quand on lève l'étiquette, derrière, il y a un monde et une unicité, une atypicité, une vision de monde, une couleur qui est complètement unique. Eh oui, Oui. et quand j'emmène un résident qui a 94 ans en Ferrari en haut du col du Salève une journée comme ça, mais en fait, voilà, t'es bien plus qu'un assistant éducatif, t'es quelqu'un qui offre des choses précieuses à un cœur vivant comme toi. Et en fait,
Ouais, il n'y a pas de métier, en fait. C'est pour ça que je disais, il n'y a pas de métier comme ça ou comme si. C'est la façon dont tu vas le faire et la façon dont tu vas le développer. C'est une base, un métier. Et en plus, je l'ai fait pendant 4 ans et demi. Je l'ai fait sans diplôme, sans rien du tout. Et je suis diplômé depuis 2 mois et demi. Ça y est, officiellement. Et ça veut rien dire, en fait, un diplôme, un métier, ça veut rien dire. Oui. Fais ce que tu as de plus beau à offrir au monde, en fait. Et juste pour ajouter autour de ça, si tu vois nos parcours, Axel et moi, tous les deux, lui, il a pas du tout eu un diplôme quand il a commencé son métier. Moi, j'ai eu un diplôme d'ingénieur quand j'ai commencé à travailler dans une cuisine. Et jusqu'à aujourd'hui, oui, en fait, c'est le parcours de la plupart des chefs qui sont connus ici aussi, hein, en France. Ils n'avaient pas un diplôme, pas forcément. C'était grâce à leur famille ou leur parcours, ils sont devenus des chefs très, très grands. Mais je ne parle pas de tous les chefs, mais il y a des chefs qui sont très, très connus avec les parcours très, très différents. Mais c'était pas le premier métier ou peut-être c'était leur premier métier, mais c'était pas forcément grâce à un diplôme ou l'école. Donc, oui. Et ça fait résonner, on parlait des peurs, de la vocation, là, Arpita, a de l'or dans les mains. Et toutes les personnes qui la croisent le comprennent et l'observent. Et son rêve, c'était de sortir de la cuisine d'un restaurant où elle avait ni visibilité, où c'était épuisant, où c'était contraignant au niveau de l'atmosphère, etc. Et on parle d'il y a quelques mois, là, hein, et quand elle a eu son accident de travail et qu'elle était au bout physiquement, elle rêvait de développer ce qu'elle développe aujourd'hui, mais elle me disait, mais si moi je faisais tout pour qu'elle s'arrête, parce que moi je suis là à côté, parce que tu as de l'or dans les mains et tu vas développer, tu as des merveilles à faire, il faut que tu aies confiance en toi. Mais elle avait peur, elle me disait, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas avoir de salaire, je vais être au chômage, mais tu as de l'or dans les mains, Arpita, et tu sais ce que tu as besoin pour être la plus heureuse de la planète. Go! Et petit à petit, elle a réussi à le faire, on s'est installé ici, elle développe tout ça depuis quoi, 5 mois maintenant, et tout ce qu'elle développe, tout ce qu'elle fait aujourd'hui déjà, c'est un bonheur immense. Donc je crois qu'il faut dépasser tout ça, quand on a de l'or dans les mains et qu'on sait ce qu'on a dans les mains et ce qu'on a à offrir, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, c'est une chance immense, c'est une chance immense. Génial. Je crois que c'est un beau mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez rajouter pour peut-être ceux qui nous écoutent et qui sont au tout début de leur chemin entrepreneurial, peut-être des solopreneurs et qui hésitent ou qui ont peur d'oser. Alors, briller, tu challengeais un peu le mot, mais d'oser inspirer complètement et d'aller au-delà du titre, du job description et de mettre vraiment leur trip dans ce qu'ils proposent. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à travers votre vécu, vos expériences pour les encourager? Moi, je peux dire ça aujourd'hui parce que, en fait, quand j'avais zéro espoir dans ma vie il y a 10 ans, en fait, je rêvais de mourir, en fait. C'est vraiment, je rêvais ça. C'est triste, mais il faut que j'accepte parce que c'était la réalité. C'est la vérité. Je rêvais ça. Comme une fille de 25 ans, c'est triste, imagine. Donc, en même temps, j'ai retrouvé la force grâce à surtout mes parents et mes amis proches. Et je me suis demandé, est-ce que j'ai vraiment l'énergie pour dépasser ce chemin, cet obstacle dans ma vie? Et cet obstacle, c'était le divorce, en fait. Et j'avais pas du tout ni l'énergie, ni comment on dit, motivation. Et surtout, je savais, la peur que j'avais, c'était immense, mais t'imagines pas. Et quand j'ai eu juste ma maman qui m'a dit, oublie tout le monde, moi je suis là pour toi. Est-ce que tu peux le faire? J'ai dit non, je peux pas. Et même pour dire le mot divorce, je pouvais pas. Aujourd'hui, oui. En fait, ok. J'ai décidé de prendre ce chemin et quand j'ai décidé, je me suis demandé, est-ce que je vais regretter être dans ce mariage qui est la tristesse de ma vie et il n'y a pas l'amour et il y a beaucoup de souffrance et ces gens-là autour de moi, ils ne veulent pas changer. Il y a vraiment un mindset qui est horrible ici autour de la manière que les femmes sont maltraitées et tout ça. Donc, je me suis demandé cette question, est-ce que ça va ou l'autre c'est mieux? Et ça, c'était en anglais, on dit, est-ce que tu vas vivre avec le non-devil ou tu vas sauter dans le deep blue sea qui, tu sais pas la profondeur, si tu sais pas si tu vas nager dans cet océan qui est immense, ça fait peur aussi, mais tu vas sauter dans l'océan. Et j'avais 2 options. Donc, je me dis, j'ai 2 options, il n'y a pas de troisième option. Donc, je me dis,
Je vais regretter si je vais pas voir qu'est-ce qu'il y a un autre chemin pour moi. Même si c'est plus dur, encore dur qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, c'est pas grave. Je vais regretter si je prends pas ce chemin. Donc, malgré, tu sais, tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, je me sens tellement mieux et bien dans ma peau que comment je me suis sentie. Euh, Même si de loin, les gens, ils ont pensé peut-être qu'elle va bien, elle s'est mariée. En vrai, de vrai, non. La vérité, oui. Les proches, ils savaient et moi, je savais qu'est-ce que je vis. Et ça, ce sera un regret pour beaucoup de gens. Donc, je ne veux pas que les gens ils regrettent parfois. Le chemin, ça semble très compliqué, difficile, mais je pense qu'on est obligé d'essayer. Sans tester, essayer, on ne peut pas deviner dans la vie. On ne peut pas deviner. Donc, on est obligé de tester. Si on a une petite envie aussi, il faut Ouais. y aller, je pense. C'est une super stratégie, c'est la notion du coût, c'est-à-dire quel est le coût de rester dans ma situation actuelle, 1 an, 2 ans, 3 ans, versus le coût de l'inconnu, le coût d'essayer. Et souvent, on se rend compte que le coût de rester, de l'immobilité, même si elle peut être un peu confortable sur le moment, il est énorme. Il est souvent Oui. bien plus grand que ce coût de se lancer dans l'inconnu. Donc, merci pour ce rappel. Et toi, Axel, un mot d'encouragement? Ouais, le partage, en fait. Mais ça va avec tout ce qu'on a dit jusque-là, mais pas rester seul dans ses cogitums, dans ses incertitudes, dans ses rêves, dans ses émotions. Juste partager, quoi. Aller rencontrer, parler, dire, euh, demander, poser des questions. En fait, on fait rien tout seul et pour aller même jusqu'au bout des choses, tout seul, on meurt. Tu vois, dans un parcours de vie comme le mien, tout seul, on meurt. Entouré d'une famille, d'amis, de connaissances, de rêves, d'émotions, de joie, et ben on survit et parce qu'on a l'envie, quoi. Et je pense qu'on ferait rien tout seul. Il y a aucun milliardaire qui s'est construit tout seul, en fait. Et donc aller partager, aller rencontrer, aller discuter, aller évoquer. Ici, c'est trop important, le partage. Et c'est en lien avec Smiley Days, avec Drive and Smile, avec mon métier que je fais au quotidien, avec tout ce qu'on s'est partagé aujourd'hui, avec le fait qu'on soit avec toi aujourd'hui. C'est juste pour partager tout ça. C'est trop important. Et on a un monde qui partage plus assez et qui ressent plus assez, on l'avait déjà dit avant, et qui partage plus assez. Et donc, la mission, c'est ça, de chacun d'entre nous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain sur cette terre, c'est de rouvrir le partage et le partage d'émotions, tu vois. On lit même les deux, tu vois, le partage des émotions, mais partager des émotions, c'est trop important. Et c'est hyper enrichissant. Donc, on perdra jamais à aller discuter avec quelqu'un sur un trottoir. Dernier exemple, hein, il y a un mois, on vient d'adopter une chienne, nous, là, il y a quelques jours. Juste avant d'aller l'adopter, on croise quelqu'un sur un trottoir, là, devant chez nous, juste devant chez nous, là, avec un chien, un jeune homme d'à peu près notre âge. Et Arpita me dit doucement, mais comment il fait pour, je sais pas quoi, il me pose une question. Et je lui dis, bah, viens, on va lui demander. Hop. Et à la Axoul, on s'arrête et je lui pose la question, le gars. On discute, il nous dit, ah, mais je crois que je vous connais, vous êtes nos voisins de dessous, là, on habite juste au-dessus de chez vous. Et en fait, ce chien, il n'est pas à nous, on garde des chiens. Donc en fait, etc. Voilà, et bah, c'est devenu des amis, ça va devenir les, les nourrices de notre chienne. Enfin, tu vois, t'as jamais rien à perdre à aller échanger avec Ouais. le monde qui t'entoure, Ouais. en fait. Ouais. Et donc voilà, le partage et l'attention de tout ce qui nous entoure, c'est trop important. Voilà. Ouais, merci Axel. Je vais enfoncer le clou. Je suis dans une asso Second Souffle qui aide les dirigeants, les entrepreneurs de toute taille d'ailleurs, dans les moments difficiles. Le point commun de 100% de ces entrepreneurs dans des moments difficiles, c'est qu'ils sont isolés, seuls. Oui. Bah Même, oui. même dans leur famille, même même s'ils ont des employés, etc., ils sont seuls. Et en tout cas, ils n'ont pas effectivement cet écosystème. Et je suis souvent la première personne avec lesquelles ils parlent de leurs problèmes. Et ça, c'est le point commun. Et donc, effectivement, avant tout, de construire cet écosystème pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir des feedbacks, pour pouvoir partager ses ressentis, déposer ce qu'on est en train de vivre et pas juste le garder à l'intérieur de soi en train de le ruminer, c'est de l'hygiène. Comme tu disais, Arpita, c'est une hygiène de base dans l'entrepreneuriat avant de penser à ses offres, à son site internet, son marketing, son truc, son prix. Est-ce que j'ai l'écosystème qui va me maintenir en bonne santé mentale, physique, spirituelle, etc. sur ce chemin-là? Parce que sinon, en plus de moi, mes difficultés,
c'est ça que je vais amener au monde aussi. Dans ce que je vais livrer au monde, ça va être contaminé par ça. Et donc, c'est un fondamental. C'est pas un superficiel, c'est un fondamental. On appelle souvent le réseau, hein, un mot qu'on entend un peu ici et là, partout, tous les jours, le réseau, mais c'est primordial. Et j'ai été éduqué comme ça par ma famille, mais par mon éducation à l'école, chez les Maristes à Lyon, où le plus important pour cette école, c'est le réseau. C'est le réseau qu'on se construit dès le plus jeune âge, que ce soit dans mes passions aujourd'hui pour le sport automobile, pour les passions pour la photographie, dans mes projets que je fais, ou dans nos entourages amicaux. En fait, de se construire un réseau, mais c'est juste fascinant et c'est comme ça qu'on est heureux parce qu'on découvre plein de choses, on vit plein de choses, on partage plein de choses. C'est génial, ça va bien au-delà de l'utile, ça rend heureux en fait d'être entouré. Et je crois que l'humain, il est fait pour vivre en réseau. On n'est pas fait pour vivre tout seul. On n'est pas fait pour vivre tout seul. J'ai une question pour toi. C'est bien ça. Donc, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais au quotidien comme un entrepreneur pour... Ça va pas être un épisode d'1 heure, alors ça va être un épisode de 2 ou 3 heures. Non, tu peux nous donner 2-3 conseils, comme ça peut être utile pour les gens qui écoutent aussi. Pour moi, vous avez déjà tout dit, c'est-à-dire que au-delà, moi, mon accompagnement, il va de s'aligner, de récupérer de la clarté en soi. Vous en avez parlé. Quelles sont mes passions? Qu'est-ce qui me fait vibrer? À quel endroit j'ai accès à cette énergie de manière quasi illimitée? Pour moi, ma croyance, c'est que l'énergie, elle est toujours là. Même quand on est au fond du lit, au fond du canapé, qu'on est fatigué, si d'un coup, pour ceux qui ont des enfants, vous avez un coup de fil de l'école, il y a un problème avec votre enfant, il s'est fait mal, il faut venir le chercher, vous allez sauter du canapé. Donc l'énergie, elle est là. La question, c'est elle est accessible ou pas? Et si elle n'est pas accessible, pourquoi? Et si elle n'est pas accessible, est-ce que je suis vraiment au bon endroit en train de faire ce qui me correspond? Donc c'est primordial parce que le chemin entrepreneurial, l'exploration entrepreneuriale, elle est difficile. Il y a des challenges et donc on a besoin d'énergie. Donc le première chose à avoir dans sa mallette, c'est accès facilement à son énergie. Si tu dois te tirer du lit tous les matins, ça va être compliqué. Tu te mets déjà un gros bâton dans les roues. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est la vision. Vous l'avez parlé tous les deux. Vous l'incarnez, c'est-à-dire que vous avez une vision très claire de ce que vous voulez transmettre, ce que vous voulez vivre. Donc clarté intérieure et puis vision extérieure. C'est quoi mon étoile du Nord? Et ça permet quand je rentre en interaction avec le monde, quand je discute avec des gens, comme par hasard, j'ai de la chance. Mais j'ai de la chance parce que j'ai une étoile du Nord et que dans l'interaction avec ce monde, je vais voir comment cette interaction, elle peut aussi me permettre d'avancer vers mon étoile du Nord. Et donc, comme par hasard, je vais faire des rencontres qu'il me faut, etc. Mais c'est parce que j'ai cette clarté aussi d'où je veux aller. Et puis après, il y a une partie d'action. Ça aussi, vous en avez parlé. C'est bien beau de se connaître. C'est bien beau d'avoir un grand rêve, une étoile du Nord. Derrière, ça se passe dans la vie, ça se passe dehors, ça se passe sur le trottoir, ça se passe au café, ça se passe en mangeant des pizzas avec des gens. Et puis, ça va nourrir notre projet. Et c'est là qu'on va le confronter au réel. Parce que sinon, ça reste un truc sympa sur une feuille de papier dans un tiroir. Et là, je pense que ce qu'on sous-estime beaucoup, ce que je vois un peu comme pattern récurrent, c'est un peu le manque de stratégie. C'est-à-dire que c'est là que c'est intéressant d'avoir la stratégie au service de sa vision. Où est-ce que je mets mon énergie? Parce que finalement, les journées passent vite. Notre énergie est limitée, même quand on a accès facilement à cette énergie. On est souvent tiraillé entre plein de passions. On a les enfants, la nature, nos projets. Donc la question, c'est une question presque de rendement, c'est-à-dire où est-ce que je mets mon énergie pour avancer tranquillement vers ma vision. Et là, donc c'est ces 3 points-là, je pense, pour moi, qui sont clés. Et c'est ça que j'amène aussi chez les personnes que j'accompagne, parce que une fois que tu as cette clarté de ce que tu as à l'intérieur de toi, une vision très claire, et que tu sais passer à l'action de manière stratégique, tout est possible. C'est ma tagline, tout est possible finalement. Magnifique. Non, rien n'est impossible. Et j'aime bien, tout est possible quand même. Parce que c'est positif, je savais que j'allais dire. Voilà, on reste positif, tout est possible. Souvent, je dis le plus beau reste à venir. Et après, elle me dit non, dis pas ça.
le plus beau reste à venir, c'est-à-dire qu'il vient pas encore. Tu dis le plus beau est en train d'arriver. Voilà. Tu vois, c'est des petites choses, mais en vrai, Ouais. elle a pas tort. C'est la précision de la chef. De la chef, exactement. Bah, Arpita, Axel, merci beaucoup pour votre temps, vos partages. Et à C'était toi. vraiment très, très riche. J'ai hâte de partager ça au monde. Alors, j'ai pas encore des millions de followers, mais il suffit d'une personne, en fait. Juste Ouais. une personne. Si ça change la vie d'une personne à l'écoute, bien sûr. c'est gagné, quoi. Et s'ils veulent en savoir plus du coup sur nos parcours, moi j'ai mon bouquin qui s'appelle Histoire d'une vie qui raconte Ouais. cette de maladie. Et puis il y a des podcasts, il y a une conférence TED sur internet, si on tape Axel Vécarlé, sur les sites de Spotify, tout ça. Ouais. N'hésitez pas. Voilà. Puis même de rajouter sur Insta, de venir discuter, se rencontrer avec immense plaisir. Voilà. Ouais, je rajouterai tous les liens dans la bio, je mets vers le bas parce que normalement on est dans un petit rectangle avec du texte en dessous, donc ça sera en dessous. Et toi, Arpita, où est-ce qu'on peut retrouver ce que tu fais, tes aventures? C'est sur Instagram. Oui. Ok, C'est sur excellent. Instagram, tout est là et les gens peuvent me contacter par Instagram parce qu'il y a l'email aussi qui est disponible, donc les gens peuvent m'écrire ou me contacter sur Instagram. Génial. Ben, regardez les liens, allez-y, suivez-les, allez manger avec Arpita, allez discuter avec Axel. Ça sera une belle expérience. J'y suis passé, j'ai mangé avec tous les deux et on a discuté toute une soirée et c'était un très beau moment et encore un beau moment aujourd'hui. Donc merci à tous les deux, à tous les trois. Oui. Ouais. Ben ouais. Avec grand plaisir. Elle est là, regardez. Et voilà. Et à très bientôt. Bye bye, à la prochaine. Prends soin de toi, à très vite.